Le secteur de l'intelligence artificielle en ébullition. La semaine a été marquée par plusieurs événements. D'abord l'affaire Sam Altman, patron d'OpenAI aux États-Unis. L'annonce de lancement également en France de la plateforme Qtay. Et puis en Russie, Vladimir Poutine qui veut lui aussi se lancer dans cette course technologique. Alors jusqu'où ira cette révolution de l'intelligence artificielle et surtout où doit-elle s'arrêter? Avec nous, deux invités pour en parler. Olivier Alexandre, vous êtes sociologue, chercheur au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, membre du Centre Internet et Société, également auteur de La Tech quand la Silicon Valley refait le monde, paru aux éditions du Seuil. Bienvenue sur le plateau du 64. Et avec nous également Naïl Zeguidour, vous êtes docteur en intelligence artificielle, chercheur fondateur chez Qtay, cette plateforme française qui entend bien s'imposer sur la scène des intelligences artificielles et dont vous allez nous parler dans ce grand angle. Alors bienvenue à tous les deux. Revenons d'abord peut-être sur cette affaire Sam Altman qui a un petit peu tenu en haleine la Silicon Valley cette semaine. Je me tourne vers vous, Olivier Alexandre. D'abord, est-ce que vous pourriez nous dire qui est Sam Altman et quelle vision de l'intelligence artificielle est-ce qu'il incarne ? Sam Altman est un entrepreneur, un chef d'entreprise. C'est le dirigeant, du moins ça l'était jusqu'à vendredi dernier, ça l'est à nouveau de OpenAI, qui est une... Grâce à Microsoft, qui l'a embauché et repositionné. Alors, on peut dire des choses comme ça si on fait quelques raccourcis, parce qu'effectivement, ça a été une histoire riche de rebondissements. C'est quelqu'un d'assez jeune, qui a un profil assez typique de la Silicon Valley. Il est né dans le Midwest, il est né en 1985, il est très jeune, il est passé par Y Combinator, qui est vraiment le premier accélérateur aux États-Unis, créé en 2005, qui a accouché de beaucoup de grands succès dans la Silicon Valley. Et c'est où il a joué un peu le rôle d'entrepreneur, on pourrait dire des choses comme ça. Et puis en 2015, il s'est associé avec Elon Musk, et puis toute une série de chercheurs, souvent de jeunes chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour créer une organisation qui pourrait créer une sorte d'alternative à ce qui apparaissait à l'époque comme une sorte de monopole dans le secteur, à savoir Google qui venait d'acquérir, de racheter DeepMind, qui faisait Google Brain. Et donc, en l'occurrence, ils ont essayé de créer quelque chose de nouveau, avec cette idée que effectivement l'intelligence artificielle était une forme de certitude, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale, cette intelligence artificielle qui serait équivalente ou dépasserait éventuellement les facultés humaines. Ça arriverait dans le temps, tôt ou tard. Et donc, il fallait... C'est qu'au début, finalement, en fait, ce projet OpenAI, il se présentait d'abord comme finalement une sorte d'antidote face au risque d'une super intelligence artificielle qui pourrait être dangereuse pour la société, pour notre humanité. La communication telle qu'ils l'ont présentée à l'origine, c'était que créer une intelligence artificielle qui soit bénéfique pour l'ensemble de l'humanité, et puis le faire à partir de certaines conditions. En l'occurrence, c'était une organisation qui ne cherchait pas le profit à l'origine, qui devait travailler dans un système ouvert, d'où le terme de open, et qui devait placer en son cœur les valeurs de recherche, de sécurité et de libre partage. Et effectivement, il y a eu une série d'inflexions. Alors la semaine dernière, mais plus encore en 2019, qui est un moment où ils ont changé de statut, ils sont devenus une entreprise, ils ont mis en place un partenariat avec Microsoft, et un partenariat qui n'a cessé de se développer. Et alors, pendant cette tempête médiatique aux États-Unis, Naïl Zeguidour, un trio d'investisseurs français a donc annoncé le lancement de Qtay. De quoi s'agit-il? Quel est l'objectif de cette plateforme d'intelligence artificielle? Donc Qtay, c'est un laboratoire de recherche européen indépendant, à financement privé et qui est consacré entièrement à la recherche ouverte pour le développement de l'intelligence artificielle. Donc ce qu'on entend par recherche ouverte, c'est l'idée... comme avait été mentionné auparavant, d'avoir un modèle de recherche où on fait des avancées scientifiques, des découvertes, donc ce qui va nécessiter notamment des moyens de calcul, ce qui va nécessiter des talents. Et la finalité de ces avancées de recherche, c'est pas à des fins commerciales pour notre structure, mais à l'idée d'être partagé le plus largement possible. Donc, ça serait, si on compare un petit peu pour le commun des mortels comme moi, qui ne sont pas forcément spécialistes de l'intelligence artificielle, ça serait un peu une sorte de nouveau Google, mais version où tout le monde pourrait faire des recherches. Comment ça va fonctionner concrètement? Alors, donc, Google, c'est différent parce que Google, c'est une société commerciale qui a créé en son sein un laboratoire de recherche, plusieurs laboratoires de recherche dans lesquels j'ai eu l'occasion de travailler auparavant. Qtay, c'est très différent. C'est que l'ADN de Qtay, c'est la recherche à but non lucratif.
Et donc l'idée que on va consacrer notre temps, nos ressources à faire avancer l'intelligence artificielle, et toutes nos découvertes et nos avancées seront partagées librement, gratuitement, avec la communauté via des publications scientifiques, via du code en open source, pour permettre premièrement la réplicabilité de nos données par la communauté scientifique, mais aussi potentiellement l'émergence d'opportunités commerciales pour d'autres acteurs, donc qui ne seront pas nous, et qui pourront utiliser librement nos inventions pour créer des produits autour. Mais ça, ce ne sera pas notre tâche. Nous, on va vraiment se consacrer à la recherche. Cette recherche à but non lucratif dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est un modèle, selon vous, qui est viable aujourd'hui? On sait que c'est un secteur qui est en pleine expansion, en plein développement, qui en est encore à ses débuts, avec à la clé quand même d'énormes sommes d'argent, beaucoup d'intérêts financiers en jeu. Est-ce que ça peut, selon vous, fonctionner à long terme? C'est un domaine nouveau. Ce qu'il faut savoir, c'est peut-être le domaine le plus ancien dans l'informatique. L'intelligence artificielle, on en parle depuis les années 50. Il y a eu plusieurs étés, plusieurs hivers. Et vraiment, le lieu, l'organisation fétiche historiquement de développement, c'est les universités. D'ailleurs, toutes les grandes figures aujourd'hui de l'intelligence artificielle viennent de l'université, travaillent encore à l'université, travaillent avec des universités, font les deux, voire les trois, parce qu'ils peuvent être aussi investisseurs. Donc il y a vraiment cette porosité, d'une certaine façon, cette interconnexion. Après, la question, je crois, à travers ce qui s'est passé chez OpenAI, c'est de savoir quelle est la meilleure organisation, quels sont éventuellement les garde-fous. Est-ce qu'il faut uniquement un modèle privé, parce que ça permet d'une part de recruter, de bien payer ses employés, et puis aussi d'avoir des ressources techniques, des supercalculateurs, un accès aux data centers, qui sont vraiment des enjeux cruciaux pour développer une technologie d'avenir. Olivier Alexandre parlait à l'instant de garde-fous. Est-ce que chez Qtile, vous avez justement mis en place des garde-fous pour respecter une certaine vision éthique et une utilisation éthique de l'intelligence artificielle? Parce que c'est quand même une question qui se pose aujourd'hui, qui est régulièrement soulevée. Il y a assez peu de réglementation, en tout cas pour l'instant. Donc, parmi l'équipe fondatrice de Qtile, donc on est 6 avec beaucoup d'expérience justement dans tous les modèles qu'on appelle aujourd'hui génératifs, donc aussi bien de texte ou d'audio. Et donc c'est vrai que les problématiques d'éthique liées aux modèles et aux algorithmes nous ont accompagnés tout au long de notre carrière. Donc on a déjà développé une expertise là-dessus, et c'est absolument quelque chose qui pour nous est indissociable des avancées scientifiques. Pour chaque avancée qu'on veut proposer, on souhaite aussi garantir que ce soit évidemment un impact positif pour la société et que ce soit utile, notamment comme on va rendre des modèles accessibles librement, on va s'assurer qu'ils vont être utiles et qu'ils vont pouvoir justement respecter un certain nombre de contraintes éthiques. Alors Elon Musk, lui, il estime, là on bascule peut-être dans la science-fiction, mais que l'intelligence artificielle pourrait à terme permettre de ne plus travailler. Il a dit que ça ne serait plus nécessaire grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble possible, ou alors ça relève de l'utopie technologique ? Je crois que c'est une promesse et un rêve qui est aussi vieux que la question du progrès technique et la question de l'automatisation. Et d'ailleurs, les gens dans les domaines des nouvelles technologies sont un peu pris dans un paradoxe, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de développer des solutions qui permettent de moins travailler, mais en faisant ça, ils n'arrêtent pas de travailler. Et d'ailleurs, c'est un univers où on travaille énormément, notamment dans la Silicon Valley, où on peut faire très facilement 80-90 heures, 100 heures de travail par semaine. Et après, la question des développements, éventuellement de la manière dont ça va automatiser certaines tâches, elle est assez paradoxale, parce qu'en fait, elle ne va pas toucher tous les secteurs de la même façon, elle ne va pas toucher tous les pays de la même façon, tout le monde n'a pas accès aux mêmes ressources. Et ce qu'on voit aujourd'hui en termes de géopolitique industrielle, c'est qu'il y a quand même d'un côté des concepteurs, et plus on va dans les zones riches, plus il y a des concepteurs, et puis il y a aussi des exécutants, des opérateurs, des gens qui nettoient, qui apparient, les petites mains d'une certaine façon du numérique, et qui sont plutôt dans des zones périphériques, voire très périphériques du monde. Alors un autre risque mis en avant par Elon Musk, c'est le caractère potentiellement inamical que pourrait revêtir à terme l'intelligence artificielle. Je vous propose d'écouter tout de suite une de ses déclarations et on commente juste après. Nous devrions être très préoccupés. Si un robot peut vous suivre partout, que se passe-t-il s'il obtient un jour une mise à jour logicielle et qu'il n'est plus aussi amical ? Nous avons là un film de James Cameron.
Naïl Zeguidour, comment faire concrètement pour que l'intelligence artificielle, d'une part, ne vienne pas à remplacer notre réflexion humaine et d'autre part, ne devienne pas inamicale, comme le souligne Elon Musk? Alors juste pour préciser, selon moi, ce qu'on vient d'entendre de la part d'Elon Musk, c'est tellement loin comme anticipation et tellement spéculatif que ça s'apparente presque autant à la science-fiction qu'un vrai scénario. Donc, si vous voulez, travaillant tous les jours sur ces algorithmes, les développant moi-même, c'est des outils certes intelligents qui ont des capacités supérieures à des outils qu'on aurait pu utiliser auparavant, mais ça reste des programmes informatiques qu'on peut contrôler, qu'on peut activer, désactiver à l'envie. Et donc, ce qui est le plus important pour nous, c'est de s'assurer qu'on a une compréhension des limites de ces modèles. Donc, ce qui peut représenter un risque potentiel, c'est de sous-estimer ou de surestimer les capacités des modèles. Et donc, notamment, un de gros sujets pour nous, c'est d'être capable de comprendre quand des modèles ne savent pas s'ils savent ou non, donc estimer leur incertitude. Un autre problème qui est bien connu, c'est celui de la factualité. Donc, des modèles, des algorithmes peuvent dire des choses de manière très péremptoire, très assertive, qui sont fausses. Nous, on a aussi une expertise sur être capable d'établir des faits, les vérifier vers des bases de données, etc. Est-ce que les algorithmes ont une identité, une culture, ou revêtent l'identité ou la culture de ceux qui les produisent? Par exemple, lorsqu'un algorithme est produit en Amérique du Nord, il ne délivrera pas, j'imagine, forcément les mêmes informations ou la même perception des choses qu'un algorithme qui pourrait être créé dans un pays du Sud. Donc c'est un sujet qui est relativement lié à celui de la souveraineté et qui notamment tient, je pense, commence à résonner un peu en France, l'idée que ces modèles étant entraînés sur des données. Donc ils ingèrent des données et ils en tirent de la connaissance. Si ces données véhiculent un système de valeurs ou une certaine culture, celle-ci va naturellement s'inscrire à l'intérieur du modèle. Donc effectivement, entraîner un modèle en anglais ou en portugais ou en japonais, au-delà de l'aspect purement linguistique, les faits qui vont être mémorisés, les connaissances et certains aspects culturels seront différents, tout à fait. Alors hier, la Russie a annoncé qu'elle avait l'intention, elle, de renforcer sa stratégie et ses capacités dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le président Vladimir Poutine estime que pour l'instant, les Occidentaux détiennent un monopole dangereux sur cette intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut imaginer, dans les années à venir, le développement d'une intelligence artificielle qui serait pro-russe, par exemple ? Ce qu'il faut dire quand même, c'est que la carte... Et qui reprendrait des éléments notamment de propagande pro-russe, comme on peut les voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est déjà un peu le cas. Il y a déjà des bots sur Twitter qui alimentent en fake news. Il y a une guerre militaire de l'information. C'est des choses tout à fait déjà réelles, présentes. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle, elle est partout. Hein. Si vous avez un smartphone, si vous avez une voiture dernier cri, si vous prenez l'avion ce week-end, il y a beaucoup de chances que tous ces appareils soient guidés par l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que la map monde de l'intelligence artificielle, c'est pas seulement la Silicon Valley et Paris. C'est-à-dire que Londres veut devenir une plateforme, la Chine est une très très grande puissance dans ce domaine, l'Inde historiquement et aujourd'hui a beaucoup de capacités, travaille beaucoup dans ces domaines-là, il y a beaucoup de pays qui sont associés et d'ailleurs quand on s'intéresse à la Silicon Valley ou même à Queutail, on s'aperçoit que les capitaux sont souvent internationalisés, que les partenaires sont aussi très internationaux. Et il me semble que Eric Schmidt est un des partenaires financeurs de Queutail. Eric Schmidt a été CEO de Google pendant 10 ans. Et selon vous, quelles sont justement les initiatives les plus prometteuses, celles qui sont soutenues par les investisseurs privés comme Queutail ou celles qui ont derrière elles des États ? Peut-être une troisième, la fondation qui était la promesse originelle de OpenAI. Et il y a des très belles réussites dans le domaine technologique et de la Silicon Valley qui reposent sur des fondations. Je pense à Wikimedia qui fait Wikipédia, je pense à Mozilla, je pense aussi au Tor Project ou à Linux qui développe le noyau Linux qui a un rôle extrêmement important dans les communautés du libre et de l'open source. Voilà, il y a d'autres modèles qui existent. Et une dernière question pour vous. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plusieurs visions philosophiques, on peut dire, de l'intelligence, de ce que sera l'avenir de l'intelligence artificielle qui s'affrontent. Quels sont, selon vous, aujourd'hui les plus grands défis, justement, sur ce terrain à la fois philosophique, sociétal et éthique
que l'on va devoir surmonter et auxquels on va devoir s'atteler au niveau à l'échelle de toutes les sociétés, parce qu'il va peut-être falloir à un moment une réglementation, pas simplement nationale, peut-être à l'échelle de blocs de pays, de l'Union européenne, des États-Unis ou d'autres continents. Je dirais éviter des monopoles qui permettraient d'éviter tous les genres, tous les biais associés à l'intelligence artificielle, intégrer des questions qui sont assez peu évoquées, les questions des infrastructures, notamment de la consommation des ressources. Par exemple, pour faire de l'intelligence artificielle, il faut des supercalculateurs, des data centers qui consomment énormément d'eau. Microsoft a annoncé que leur équivalent de consommation en eau, c'est à peu près une ville sur un an de plus d'1 million d'habitants. Veiller à ce qu'il n'y ait pas un renforcement des inégalités, mais plutôt les résorber. Et puis enfin, un dernier mot sur la formation, de la formation, pour que les gens puissent s'en emparer, comprendre et un peu dédramatiser cette espèce de panique qu'il y a autour et qui entoure ces technologies. Et je vous remercie, on me dit dans l'oreillette malheureusement que c'est la fin. C'était passionnant en tout cas. Merci beaucoup Olivier Alexandre et Neil Zeguidour d'avoir répondu à nos questions sur le plateau du 64.